Il est 19h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Tiemoko Diarasuba. À la une de ce grand journal, lutte contre la criminalité dans le golfe de Guinée. Les pays qui ont en partage cette eau mutualisent leurs efforts pour une meilleure sécurisation de l'espace maritime. Abidjan abrite une rencontre des pays membres. Évaluation des systèmes informatiques d'interconnexion des douanes sous-régionales. Le comité de pilotage fait le point à Abidjan sur l'état d'avancement du projet qui n'est pas encore opérationnel 3 ans après son lancement. À Séguéla, elles sont nombreuses les femmes qui sont obligées d'exercer des activités très pénibles pour survenir à leurs besoins. Notre reporter nous amène à la découverte des casseuses de pierre pour rendre ça en gravier. À suivre donc. En Afrique du Sud, le Parlement veut que les Blancs qui détiennent les terres les rétrocèdent aux Noirs sud-africains. Les députés ont adopté un texte dans ce sens. Selon les observateurs de la vie politique sur place, ce projet des députés de l'ANC a un parfum politique. Assure également notre fait divers de ce soir, encore une affaire de jalousie sentimentale. Nous sommes le lundi 5 mars 2018. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Oui, les pays du Golfe de Guinée s'unissent pour une meilleure sécurisation de l'espace maritime. Un colloque s'est ouvert ce lundi ici même à Abidjan. C'est une initiative du Centre des relations civiles et militaires des États-Unis d'Amérique et le secrétariat permanent du comité interministériel de l'action en mer de Côte d'Ivoire. Les détails avec Adama Bakayoko. Ce colloque vise à décliner en tâches concrètes le code de conduite signé en juin 2013 à Yaoundé au Cameroun. Les enjeux sont importants. Il y va de la sécurité et de la sûreté du golfe de Guinée, mais aussi et surtout de l'expansion de l'économie bleue. La portée de ce code de conduite avec Fofana Abroulaye, secrétaire permanent du comité interministériel de l'action en mer de Côte d'Ivoire. Un instrument qui va permettre aux différents États du golfe de Guinée de lutter ensemble contre la criminalité maritime dans nos eaux. Il y a 2 éléments principaux qui ont été édictés. C'était d'abord recommander à nos pays de mettre en place et d'élaborer des stratégies nationales. Et deuxième chose, mettre en place des structures de coordination nationale. En la matière, notre pays est très avancé selon Yann Rabi, chargé du programme au Centre des relations civiles et militaires américains, initiateur de ce colloque régional. 50 experts en provenance des États-Unis d'Amérique et de 12 pays côtiers du golfe de Guinée prennent part à ce colloque d'Abidjan, le premier d'une série de 3 colloques dont le deuxième est prévu dans 1 an en Californie aux États-Unis d'Amérique et le 3e à Yaoundé au Cameroun dans 2 ans. Les résultats de ce colloque de 4 jours seront traduits de manière concrète sur le terrain durant 1 an, une méthode propre aux Américains et qui ambitionne au bout de 3 ans de rendre opérationnelles toutes les stratégies des États membres. On écoute à présent Sidiki Diakité, le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité. Le gouvernement ivoirien entend jouer un rôle leader dans la mobilisation des efforts devant conduire à assainir et promouvoir l'économie maritime du golfe de Guinée. C'est pourquoi d'ailleurs, après avoir adopté la stratégie nationale de l'action de l'État, la Côte d'Ivoire a choisi concomitamment d'abriter et de contribuer significativement au fonctionnement de 2 institutions majeures en matière de sécurité maritime régionale. Il s'agit de l'Institut de sécurité maritime interrégionale et du Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest. Sidiki Konaté, ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, je vous le disais en titre, les douanes ivoiriennes, maliennes, burkinabèses, sénégalaises et togolaises veulent mutualiser et harmoniser leur système d'information et de procédures douanières. Un projet d'interconnexion informatique a été lancé il y a 3 ans pour réussir cette communication. L'évaluation de la mise en place de ce projet d'interconnexion a lieu actuellement à Abidjan. Il s'agit pour les différentes administrations douanières et le comité de pilotage du projet en question de voir l'état d'avancement, mais aussi relever les difficultés en vue de l'effectivité de l'interconnexion interdouanière. Pour Sanogo Mamadou, secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, cette interconnexion permettra aux différents pays concernés d'avoir des leviers dans l'élaboration des politiques économiques. Ce projet d'interconnexion s'inscrit dans le mouvement global de modernisation des administrations douanières, en vue notamment de faire face aux nombreux défis que la mondialisation ne cesse de nous imposer. Les bénéfices de cette interconnexion sont connus. Il s'agit notamment de permettre aux administrations douanières de disposer de données fiables et sécurisées, mais également aux autorités d'avoir une visibilité étendue quant aux choix et décisions stratégiques dans la conduite des politiques économiques.
Et c'est à l'instant que Sanogo Mamadou, secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État. La traditionnelle cérémonie de salut aux couleurs initiée par le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse a lieu ce lundi. C'est le premier lundi de chaque mois. C'est la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, qui a accueilli la cérémonie sous la présidence du ministre Sidi Touré Temoko. Il a souligné que cette cérémonie mensuelle vise à rappeler les valeurs de la République et contribuer à faire émerger une classe de véritables citoyens aimant et chérissant leur pays. Présent également, le ministre Jean-Claude Kouassi, ministre de l'Emploi, revient ici sur l'enjeu de cette action de citoyenneté. C'est une belle cérémonie pour nous remettre en mémoire par rapport au civisme, par rapport au symbole de la République. Et il est bon que cette action soit poursuivie pour que l'Ivoirien nouveau naisse et grandisse véritablement dans tous nos esprits et particulièrement dans les esprits des plus jeunes d'entre nous qui ont besoin de ça pour garantir aux générations à venir une Côte d'Ivoire toujours plus forte, plus unie, plus belle et plus prospère où il fera toujours bon vivre. La Jeune Chambre internationale Abidjan Élite veut contribuer à l'éveil des consciences des citoyens sur la nécessité de maintenir un environnement sain. Pour apporter de l'action, la JCI Abidjan Élite vient de lancer à Marcory, à Nomambo, sa caravane ville propre, ville durable et ville verte. Ouvre Abou Silla pour des précisions. 2 étapes ont constitué le lancement de cette activité. Il y a eu une conférence pour sensibiliser les populations du district d'Abidjan sur la salubrité dans leur cadre de vie et la nécessité de maintenir leur environnement propre et protégé. Avant cette conférence, tôt le matin, le commando de salubrité de la JCI Abidjan Élite est passé à l'action. Dibi Fezan, le président exécutif. Au niveau de la commune de Marcory, avec la mairie, nous avons identifié le quartier KBF comme un site où il fallait apporter notre action. Et il s'est agi pour nous de curer les caniveaux, d'assainir les voies, de faire de la sensibilisation, d'aller dans les marchés pour faire de la sensibilisation. Cette sensibilisation, accompagnée de plusieurs actions terrain, la JCI Abidjan Élite compte l'étendre à plusieurs communes du district d'Abidjan pendant 6 mois. Et ce sera chaque premier samedi pour cadrer avec l'opération de la ministre Anne-Désirée Ouloto, explique Dibi Fezan. Nous avons décidé d'accompagner le grand ménage initié par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Dans chaque commune, même si la collectivité a prévu de faire son activité, il n'en demeure pas moins que la commune est vaste et que nous pourrons apporter un impact positif dans d'autres localités. Pour mener à bien les activités de cette caravane, la JCI Abidjan Élite, comme ce fut le cas à Marcory, installe des ambassadeurs de la propreté dans les communes ciblées et fait des dons de matériel de nettoyage à des organisations communautaires, des écoles et des ménages. Du 7 au 9 mars prochain, Abidjan va abriter la réunion du bureau de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones, suivie de celle de l'Association internationale des conseillers économiques. Il s'agira au cours de ces rencontres pour les conseillers nationaux de partager leurs expériences avec leurs collègues de d'autres pays, avec en toile de fond vendre la destination Côte d'Ivoire en termes d'investissement. Boitier Mélé est conseiller économique et social et il a révélé donc cette information à la presse. On l'écoute. Le président Dibi est vice-président et de l'AICC et de l'UCC, de même que, bien sûr, l'Union des conseils économiques et sociaux UCESA d'Afrique. Et le séjour, 3 à 4 jours en Côte d'Ivoire, ça porte d'abord sur le tourisme, la découverte de la Côte d'Ivoire. Ça porte également un retour sur les possibilités d'investissement dans le pays au moment où nous sommes en train de rechercher une participation pleine et entière du secteur privé, international comme national, à nos développements. Les femmes magistrats de Côte d'Ivoire ont renforcé leurs connaissances dans l'analyse des preuves en matière civile et pénale. La formation s'est faite par une conférence co-animée par 2 présidents du Chambre. Elle se tient en prélude à l'organisation de la rencontre régionale des femmes magistrats d'Afrique qui va se tenir très bientôt ici à Abidjan. Et ma collègue Atokpa est la présidente de l'Association des femmes magistrats de Côte d'Ivoire. Elle reconnaît que les connaissances juridiques évoluent et qu'il faut donc s'actualiser. L'association des femmes magistrats, la FEMSI, a été cooptée pour organiser la prochaine conférence régionale qui aura lieu ici en Côte d'Ivoire. Donc pour préparer cette conférence, nous avons plusieurs activités. Nous voulons nous préparer sur le plan organisationnel, mais également sur le plan intellectuel. Donc c'est la raison pour laquelle nous essayons de faire précéder nos réunions par des ateliers de formation. Nous organisons les différents ateliers pour former, pour approfondir nos connaissances en matière de droit, en matière juridique. Le droit évolue. Nous avons aujourd'hui l'informatique,
etc. Donc, en fonction de cette évolution de la vie civile, de la société, le droit également évolue. Et donc, il faut que les magistrats se mettent, n'est-ce pas, au pas. Et c'est pour cela que nous organisons ce genre d'atelier. La visite médicale du pèlerinage à la Mecque débute le 5 mars, c'est-à-dire aujourd'hui, dans 27 localités du territoire national. Le commissariat du Hadj a organisé un atelier de formation pour sensibiliser les candidats à s'inscrire avant la date limite. Diaby Moustapha est le premier vice-commissaire du Hadj. Il invite les candidats au pèlerinage à se rendre maintenant dans les différents sites. Cet atelier vise à mettre à leur disposition les informations sur les modalités qui vont guider l'organisation du Hajj 2018. Et une information importante qui revient, c'est la sensibilisation des candidats pour que, avec célérité, assez rapidement, ils aillent donc accomplir les différentes formalités, à commencer par la visite médicale pré-pèlerinage qui débute justement le lundi 5 mars sur le territoire national à travers donc 27 sites qui sont répartis sur le territoire national. Dire aux candidats de ne pas attendre le dernier moment. Le dossier du jour. On y arrive. À Séguéla, elles concassent des pierres pour les vendre afin de survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Les femmes du quartier cimetière produisent du gravier à l'aide de leur marteau gravier utilisé très souvent dans la construction de maisons. Alassane Koulibaly, notre reporter sur place, est allé à la rencontre de ces femmes qui exercent ce travail difficile. Son reportage. Dès 7h le matin, Keïta Mariam regagne le quartier cimetière. Elle s'assoit sur sa petite natte au milieu des rochers qu'elle concasse à l'aide de son marteau. C'est le même rituel tous les jours parce que la survie de sa famille en dépend. Comme on peut débrouiller les kata be denu ya karango fiti nunuma ani fende ke ubro wati mina ka ula gban yorola on va tira ole koso. Si tu vois, il fait ça tout le temps, c'est pour les besoins des enfants qui sont à l'école et puis aider les maris pour les besoins de la maison. Le métier est difficile et surtout quand on l'exerce sans gants et sans aucune forme de protection. Elle risque sa vie pour survivre dans cette activité. Souvent, ils se blessent, mais ils font ça pour nourrir la famille s'ils aident le travail là. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour se prendre en charge? Comme Keïta Mariam, Dame Mabounou Dosso a le courage au bout des doigts pour briser les rochers. Veuve, elle élève seule ses enfants. Je suis avec les enfants, je fais ça aussi. Si on paye, puis allez, on prend pour manger. C'est difficile, hein? C'est difficile pour casser le caillou, très difficile, puisque c'est un marteau que nous prenons pour casser le caillou. À Séguéla, elles sont plus d'une centaine de femmes qui se retrouvent au quartier cimetière. Elles brisent et concassent les rochers à l'aide de leurs mains. Environ 9 heures de dur labeur par jour pour subvenir aux besoins de leur famille. Alassane Koulibaly, Séguéla, Radio Côte d'Ivoire. En Afrique du Sud, la semaine dernière, le Parlement sud-africain a adopté un texte qui prévoit l'expropriation des terres sans compensation. La terre est un sujet très sensible dans ce pays où l'agriculture reste largement aux mains des Blancs qui détiennent 73% des terres agricoles contre 85% à la fin de l'apartheid. Le texte adopté à une très large majorité a été présenté par le leader du parti radical combattant pour la liberté économique de Julius Malema. Dans son discours sur l'état de la nation, il y a 2 semaines, le nouveau président Cyril Ramaphosa a estimé qu'il fallait accélérer la redistribution des terres aux Sud-Africains noirs et penser les plaies du passé. Selon plusieurs observateurs, ce projet de réforme adopté par les députés de l'ANC est avant tout un message politique. Depuis la fin de l'apartheid, le parti au pouvoir n'a pas su redistribuer la terre à la majorité noire. Et à 1 an des élections présidentielles, l'ANC est sous pression pour mettre fin aux disparités raciales. Le parti au pouvoir tente ainsi de regagner un électorat de plus en plus séduit par la gauche radicale de Julius Malema, qui a lancé sa campagne pour les élections de 2019. C'était donc hier dimanche. Le Burkina Faso a subi le vendredi dernier 2 attaques simultanées, l'une contre l'ambassade de France et l'autre contre l'état-major des forces armées burkinabé à Ouagadougou. Ces cibles, selon un expert en terrorisme islamique, n'ont pas été choisies au hasard par les groupes terroristes présents dans la zone sahélo-sahélienne. Face à la récurrence inquiétante de ces attaques terroristes, les pays africains ont-ils les capacités de venir à bout du phénomène? Comment parvenir à sécuriser les pays cibles? Adama Bakayoko vous donne la parole demain mardi sous le coup de 6h30 au 20 21 44 48 ou au 20 24 27 87. Le débat est aussi ouvert sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Et donc,
tout attaché. C'est la fin de la première partie de ce grand journal, la seconde étant réservée donc aux faits divers. Mais avant d'y arriver, retenez pour l'essentiel. Lutte contre la criminalité dans le golfe de Guinée. Les pays qui ont en partage cette eau mutualisent leurs efforts pour une meilleure sécurisation de l'espace maritime. Abidjan abrite une rencontre des pays membres. Évaluation des systèmes informatiques d'interconnexion des douanes sous-régionales. Le comité de pilotage fait le point à Abidjan sur l'état d'avancement du projet qui n'est pas encore opérationnel 3 ans après son lancement. À Séguéla, je vous le disais, elles sont nombreuses les femmes qui sont obligées d'exercer des activités très pénibles pour subvenir à leurs besoins. Notre reporter nous a plongé dans l'univers des casseuses de pierres pour rendre donc ces pierres en gravier. Et puis en Afrique du Sud, le Parlement veut que les Blancs qui détiennent les terres les rétrocèdent aux Noirs sud-africains. Les députés ont adopté un test dans ce sens. Selon les observateurs de la vie politique sur place, là-bas, le projet des députés de l'ANC a un parfum politique. Ils se sont rencontrés et aimés dans la plus grande modestie. Le maçon, qui n'avait Dieu que pour sa petite amie, n'a pas supporté qu'elle lui fasse des infidélités. Le maçon ne perd pas le temps de vérifier l'information. Il met le feu à la baraque de passe. Retour sur le fait tiré de l'hebdomadaire Allo Police avec Nadège Kofi. Les faits divers, ça se passe ici. La scène s'est déroulée à Adjaoui-Koubé, ce village ébrié situé entre les communes de Port-Boué et de Koumassi, un village coutumier des ferro-cambolex. En effet, ce jeune homme que nous allons nommer Gabi vit depuis quelques mois dans ce village. Il a d'abord vécu chez un tuteur avant de se trouver une baraque à lui. Avec ses petits contrats de maçon, il n'a pas de difficulté à payer le loyer qui lui revient à 5 000 francs CFA le mois. C'est au mois de novembre 2017 que Gabi fait la connaissance de sa fille, une jeune vendeuse d'oranges. Son cœur de cible, les maçons et autres ouvriers sur des chantiers qui s'arrachent les fruits de sa fille pendant leur moment de répit. C'est d'ailleurs pendant ces instants que Gabi fait la connaissance de la vendeuse. L'homme n'est certes pas très régulier sur les chantiers, mais ce jour-là, la chance lui a visiblement souri. Et Gabi s'est entichée de la jeune vendeuse. Les choses vont très vite, mais après seulement quelques semaines de relations amoureuses, la jeune fille se rend compte que son copain a souvent des crises de nerfs inattendues. Elle ne met pas de temps à comprendre que son chéri a un faible pour les stupéfiants, mais elle l'aime déjà. Elle confie même que ce dernier a des performances sexuelles hors du commun. Mais plus les jours passent, plus Gabi en fait voir de toutes les couleurs à sa chérie. Au point que la jeune fille décide de prendre du recul. Peut-être une occasion d'amener Gabi à changer. L'homme ne l'entend pas de cette oreille. Il préfère se réfugier dans l'alcool, mais aussi dans les stupéfiants qu'il consomme déjà sans modération. Sa colère est encore plus grande lorsque sa fille se fait discrète le jour de la Saint-Valentin et quand 2 jours après, Gabi apprend que sa copine est avec un autre dans une baraque abandonnée connue pour recevoir certains amoureux. Gabi pète un câble. Il se prend quelques bouffées de chanvre indien avant de faire un tour dans un cabaret pour y ingurgiter une forte dose de boisson frelatée. C'est dans cet état d'ébriété qu'il va acheter de l'essence. Cette baraque, Gabi la connaît très bien pour y avoir envoyé sa copine Safi plus d'une fois. Il n'a donc aucune difficulté pour la retrouver. Quand il arrive dans ce lieu situé à quelques encablures de l'aéroport, il ne se pose pas de questions. Gabi asperge la baraque d'essence avant d'y mettre le feu. Au bout de quelques secondes, il y a du bruit à l'intérieur. Puis 2 personnes en sortent à tout affolées. L'homme, le torse nu, et la femme courant comme une folle, tout en essayant de nouer son pagne. Cette dernière, c'est Safi. Après s'être éloigné du lieu, le couple s'arrête plus loin. Safi aperçoit Gabi. Pour elle, il n'y a aucun doute, son copain Gabi est devenu fou. Ce dernier, après son forfait, regarde avec un sourire narquois sa copine quitter les lieux en trombe. Avec son nouveau copain, Safi emprunte un autre sentier pour éviter de rencontrer Gabi. La baraque a malgré tout été sauvée des flammes grâce à la promptitude des passants qui ont suivi la scène. Aux dernières nouvelles, Gabi aurait quitté Adjaoui en catimini, surtout que Safi menaçait de porter plainte. Les faits divers.
Et c'est la fin de ce grand journal pour ce lundi 5 mars 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Diakité Ibrahim et Yodo Gafolo qui m'ont aidé à préparer et à vous le présenter. 21h, 22h, des bulletins seront présentés par Sorosita. Je vous retrouve pour ma part demain 19h. Je serai là. À demain. C'était le journal présenté par Tiemoko Diarasuba.